pour cette rubrique cinéma, nous allons écouter Maxime. Enfin, nous allons dialoguer, ma chère Anne. Nous allons dialoguer et nous allons voir tout de suite peut-être le grand film, selon notre avis à tous les deux. Selon moi, c'est Little Boy. C'est Little Boy, voilà. Petit garçon. Alors allez-y. Alors, en deux mots, hein, l'histoire, c'est donc une histoire qui se passe aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale, donc juste avant l'entrée en guerre des États-Unis, ou à peu près au même moment. Et c'est la vie d'une famille assez ordinaire qui est composée d'un papa, d'une maman et de 2 garçons. Je sais que je suis odieusement réactionnaire en disant une famille ordinaire avec un papa, une maman et 2 garçons, oui, mais à maxima culpa, mais c'est la réalité du film. Vous allez tomber sous le coup de la loi. Purement descriptif. Hein. Je m'empresse de me dédouaner du point de vue des autorités. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pardon d'avoir entravé la pensée unique. Donc, ce papa, cette maman et ses 2 enfants forment une famille tout à fait unie, et en particulier, le papa est le héros du petit garçon. Du tout petit garçon, qui est le plus petit garçon de ce tout petit village situé au bord de la mer. Qui n'arrive pas à grandir. Qui a du mal à grandir et que tout le monde charrie dans le village, qui est, disons, en proie à toutes les attaques, notamment des autres petits garçons. Et la guerre éclate, et il s'avère que le grand frère, qui a 18 ou 19 ans, ne peut pas partir à la guerre parce qu'il a les pieds plats. Ouais. En conséquence de quoi, c'est le père qui part à la guerre, et donc Little Boy, qui est le héros, est déchiré parce que son héros, son grand copain, part à la guerre et qu'il n'a donc plus personne pour jouer. Et donc le film évolue jusqu'au moment où on apprend que le père a été fait prisonnier dans cette guerre par les Japonais, en conséquence de quoi le petit évidemment est totalement perturbé et va essayer de trouver un moyen pour ramener son père. Voilà. Donc ça, c'est le pitch qui est raconté officiellement. Et il va trouver ce moyen par l'intermédiaire notamment du curé, enfin du curé, disons du pasteur, qui va lui expliquer que c'est une démarche de foi et pas seulement de pouvoir magique, et que cette démarche de foi, elle suppose d'accomplir un certain nombre de tâches, notamment d'aider son prochain, d'enterrer les morts, etc., etc. Et donc, ce petit Little Boy va se trouver en fait confronté à tout l'univers du village, où il va devoir faire ses preuves pour accomplir les missions que lui donne le curé, en étant persuadé qu'en accomplissant cela, il va réussir à délivrer son père. Ce qui est très joli, c'est l'idée que la foi déplace les montagnes. Évidemment, donc c'est évidemment la plus belle idée, et surtout c'est un vrai roman, si j'ose dire, d'initiation, puisque ce petit va apprendre à se faire des amis, à dépasser ses clichés, notamment devenir ami avec un japonais, mais qui était un japonais américain, mais que tout le monde rejette évidemment. Tout le monde rejette dans le village. Oui. Apprendre à se faire sa place. Il faut rappeler que les Américains ont mis dans les camps tous les Japonais qui habitaient aux États-Unis. Exactement, y compris ceux qui étaient déjà américains. Donc c'est absolument scandaleux. Quand même, Et donc ce petit garçon va se dépasser. Alors je ne dévoile absolument pas il faut rien dire, la fin de l'histoire, mais c'est un très beau moment de très belles images. Cinéma. D'abord avec des images formidables. Des images superbes. Le village est au bord de la mer. Voilà. Des images très fortes. Une grande intensité dramatique. J'avoue qu'on pleure beaucoup. On pleure, on sourit. Le scénario est très riche. Très riche, oui. Les acteurs sont tous... Alors on plonge dans cette Amérique des années 30-40 qui est savoureuse, qui est composée de gens presque caricaturaux, le gros médecin, les dames qui croient à peu près... les dames qui sont élégantes, qui sont bien joliment bouclées avec chapeau. Et ce petit garçon qui est profondément attachant, mignon, qui nous montre des valeurs de piété filiale. J'ai envie de dire que c'est des scènes de la vie ordinaire en temps de guerre. Exactement. Mais vu sous un œil très positif, c'est-à-dire que dans nos films français sur la guerre, on est habitué aux résistants, aux méchants, aux gentils. Là, on dépasse tous ces clivages, c'est juste une histoire d'amour en fait entre un père et son fils. C'est une histoire très catholique. Et qui est très catholique. Et il y a ce moment, vous dites la foi déplace les montagnes, il y a ce moment fort où tout le monde en fait se moque de Little Boy et lui dit mais comment tu comptes faire il se met pied au village et quelqu'un lui dit tu n'as qu'à déplacer cette montagne si tu penses pouvoir gagner, et il se met à faire des gestes comme ça, à trembler, on voit ce petit garçon qui tremble, et à ce moment-là surgit un tremblement de terre, évidemment, et alors, tout le monde pense que Little Boy a réussi, et le regard change sur ce petit garçon qui devient le héros. Comment expliquez-vous que en fait la bombe
qu'envoient les Américains sur les Japonais, sur Hiroshima, avait pour nom de code Little Boy. Little Boy. Absolument. Bah, moi, je ne l'explique pas, mais dans le film, on voit les gens du village qui sont persuadés que c'est son influence à lui. Et donc, ce petit garçon qui est un peu la bête de somme du village, c'est-à-dire que tout le monde s'en moque un peu, il est petit, il n'a pas tellement d'amis, va devenir une sorte de héros malgré lui, qui arrive à bouleverser la vie des gens, c'est-à-dire à leur montrer qu'une autre réalité est possible, qu'on peut se déplacer, que la foi fonctionne. Et donc, qu'il y a quelque chose au-dessus du monde. Exactement, ça devient une sorte de catalyseur des espoirs du village, et c'est très joli. Et il faut aller le voir avec des adolescents, pas trop jeunes, parce que je trouve que c'est quand même très très triste. Pas des enfants quand même, mais on peut aller le voir avec des jeunes adolescents. Pas trop petits quand même, parce que c'est pour moi un film à voir. Absolument. Bon, alors une autre histoire de... Et pourtant, Dieu sait que je dis rarement ça des films américains. Oui, mais c'est un film à voir. Très beau film. Absolument. Très très beau film. Une autre histoire de famille, c'est une famille géorgienne, celle-là. Nous sommes à Tbilissi, je crois. Une famille à l'époque post-soviétique, oui. C'est-à-dire ces appartements où 3 générations sont entassées. Là, ils ont de la chance, ils n'ont pas d'étrangers dans leur appartement. Mais il y a les grands-parents, les parents et les enfants, les enfants étant en couple, donc les parties annexes, si je puis dire. Et une femme au milieu de tout ça, qui est professeure, qui va célébrer ses 50 ans et qui est tout d'un coup pris d'un immense sentiment de lassitude, de gérer les crises des uns et des autres, l'autorité effrayante de sa mère, qui se mêle de tout et pousse des grands cris, les enfants, les grands-enfants, qui ne sont pas toujours comme eux non plus, et elle décide de partir, de prendre son appartement. Alors, ce n'est pas les ligues de grands catholiques ne dites pas que c'est un film à ne pas voir. Non, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Et cette femme donc loue un appartement et c'est toute son histoire. C'est extrêmement finement vu, c'est plein de finesse, c'est très joliment photographié là aussi. Et l'héroïne est très belle. Enfin, elle est très belle. Et ça s'appelle, dites-nous aussi le titre. Une famille heureuse. Une famille heureuse. Une famille heureuse, voilà. Et puis, oui, je reviens en arrière. Il se trouve qu'après avoir vu Little Boy, j'ai vu Le Tambour de Victor Schindlerf, tiré du roman de Günter Grass. Et vous savez que c'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas grandi, lui non plus. Et il décide de ne pas grandir parce qu'il trouve que le monde qui l'entoure est trop laid. Et qu'il veut rester un enfant, c'est le mythe de Peter Pan. Et donc il se balade dans la vie avec son tambour. Et alors là, nous sommes dans l'Allemagne avant la dernière guerre. Et donc la montée du nazisme. Et alors, c'est très étonnant de faire le rapprochement entre les deux. Parce que, donc, dans les deux cas, c'est un enfant qui l'un ne peut pas grandir et l'autre refuse de grandir. Et donc, c'est finalement le monde Little Boy, vu... on ne sait pas trop s'il ne peut pas grandir, s'il grandit lentement, s'il est nain. On ne sait pas trop quel est le problème. Mais c'est très étonnant de faire le rapprochement entre les deux. C'est signifiant, vraiment très profondément. Mon analyse de Little Boy, c'est que le petit ne grandit plus parce que son père n'est plus là. Qu'il a besoin de son père comme tuteur, si j'ose dire, comme tuteur ou comme... Oui, mais ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est que Günter Grass est complètement athée, donc le monde est sinistre. Le monde de ce petit garçon est sinistre, alors que le monde de Little Boy est embelli par la foi. C'est ce que je voulais dire, mais c'est vraiment le hasard qui a voulu. Arte a diffusé ce film. Je n'avais pas lu le roman parce que je savais qu'il était sinistre et donc je m'épargne cela. Je n'avais pas vu le film, mais je savais que je devais le faire. Donc je me suis installée devant mon écran et j'ai immédiatement fait le rapport avec Little Boy. Et encore une fois, mais c'est un film à voir.
le tambour de Godard-Grâce. C'est un film à voir. Voilà. Donc, Little Boy, une famille heureuse. Le roi Arthur. Ah, le roi Arthur. Alors, le roi Arthur, je l'ai vu pas plus tard qu'avant-hier soir, ma chère Anne. Et vous savez, en ce moment, il y a des publicités partout dans le métro sur ce film dont on nous dit que c'est une claque. Alors, je vous le confirme, on en prend plein la figure, à tel point qu'on a envie de partir pendant le film, tellement on se prend des claques. Alors, et pourtant, vous êtes quelle costaud. est l'histoire ? Pourtant, je suis costaud. Je dois dire que, évidemment, le roi Arthur, c'est un mythe qui est à peu près aussi vieux que l'Iliade et l'Odyssée. Donc, évidemment, on a tous déjà vu ou lu des histoires à propos du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, etc., etc. Quelle est l'histoire du roi Arthur ? En 2 mots, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est élevé, qui a été abandonné, dont on ne connaît pas trop d'ailleurs le passé, et qui va accomplir une sorte de prophétie, puisque un méchant tyran règne, et on nous dit que lorsque le jeune roi Arthur aura réussi à arracher du rocher l'épée que lui seul peut enlever, qui s'appelle l'épée Excalibur, faite par Merlin l'Enchanteur, alors son règne arrivera, il n'aura évidemment aucun mal à régner et à apporter le bien à ses sujets. Il y a un truc très christique là-dedans, et alors son règne n'aura pas de fin. Bon, là, il a une fin, mais il est heureux, c'est déjà quelque chose. Alors, dans ce film, qui est un film de Guy Ritchie, qui est un réalisateur anglais, qui est assez connu et dont on attendait quand même une certaine qualité, on commence à voir l'enfance du roi Arthur et donc l'affrontement entre le père du roi Arthur et son frère, le père du roi Arthur étant le précédent roi, qui va être assassiné par son frère, qui va prendre le pouvoir et rêver d'être une sorte de roi magicien qui apporte les ténèbres sur le monde entier pour faire régner sa puissance et sa gloire. Et donc, lui veut éviter à tout prix que ce jeune Arthur réussisse à revenir, et donc fait inspecter chaque jeune garçon en le faisant tirer l'épée de façon à échapper à cela. Le jeune Arthur va grandir, je vous le donne en mille, dans un bordel à Londres, où il va réussir à s'occuper des filles, à devenir une sorte de mi-macro, mi-bandit. Bon, c'est une sorte de Robin des Bois des bordels. C'est tout à fait pour le Puy du Fou. C'est tout à fait Puy du Fou. Je dis ça parce qu'il y a une très belle scène au Puy du Fou des Chevaliers de la Table Ronde. Alors, là, c'est une table ronde un tout petit peu différente. C'est-à-dire que du coup, il va finir par être raflé, on lui fait tester l'épée, pas de chance, c'est lui. Donc on s'y attendait évidemment pas du tout. Alors le jeune roi Arthur, ou le futur roi Arthur qui n'est que Arthur tout court, est une sorte de blond bodybuildé, c'est-à-dire que plus musclé c'est Sylvester Stallone, vous voyez, c'est évidemment tout à fait cohérent, qui a à peu près, si vous voulez, la qualité intellectuelle et le charisme de l'actuel James Bond. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire un blond qui pète tout sur son passage. On a encore des bons films, donc. Oui, non, mais c'est un film qui est extrêmement intéressant parce qu'il donne une vision de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Donc, en gros, c'est un film qui fait évidemment la joie des immigrationnistes, puisque dans ce film, et je le dis tel que je le pense, donc du côté des gentils, c'est la société tout couleur. Oui. C'est-à-dire que du côté des gentils, vous avez par exemple des Chinois qui font du kung-fu, ce qui évidemment était très courant dans le monde celte antique. Oui. Vous avez un des futurs chevaliers de la table ronde qui est un noir. Oui. Voilà, c'est comme chacun sait, aussi, conforme au mythe. Bon, moi, si vous voulez, je veux bien qu'on réinvente les choses. Pourquoi pas, mais si vous voulez, ça me paraît quand même assez antinomique du texte original et de tout ce qu'on a pu en voir. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que si c'était dans tout le film, vous voyez, dans toutes les catégories, je me dirais, bon, tout va bien, à la limite, c'est une version un peu brésilienne. Sauf que comme par hasard... Les bons sont tout couleurs les seuls qui sont de toutes les couleurs sont forcément ceux qui sont les gentils. On ne peut pas, à partir du moment où Arthur devient roi, il n'y a quasiment pas une scène importante où il n'est pas accompagné d'une de ces personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fond d'écran, il y en a un à côté de lui, il y en a un systématiquement. Tandis que du côté des méchants, les soldats, le roi, ils sont tous blancs. Très homogènes. Même très très pâles. Vous voyez, il n'y a aucun doute possible. Donc très clairement, il y a un message politique qui est passé dans ce film. Évidemment, c'est répugnant. Je n'ai pas lu ça dans les critiques. Il a été très descendu en flammes, le film. Alors, il a été très descendu. Mais on n'a pas dit ce que vous dites.
Et c'est bien pour ça que je le dis, parce que Oui, c'est vraiment un film, on ne peut le voir qu'à travers ce prisme. Existe. C'est même profondément choquant. Alors ensuite, l'histoire elle-même est totalement dénaturée. Je vous passe des scènes absolument affligeantes. Alors les premières scènes de bordel qui sont absolument pathétiques. Je vous passe des Vikings grotesques. Je vous passe des scènes, enfin certains dialogues qui sont affligeants. Donc à la fin, évidemment, le roi Arthur, surprise, gagne et il est en train de construire une table ronde. Et un de ses acolytes se demande ce que peut être cette table ronde et il demande, je vous le donne en mille, si c'est un dance floor, puisqu'évidemment les dance floors sont monnaie courante il y a 3000 ans dans le monde celte. Non, on dansait sur l'herbe. Affligeant. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous allez nous éviter de révélateur de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire si on veut voir de la moraline aussi poussée, mais avec moins de musique très forte, moins de scènes de sexe et moins de répliques stupides, on peut voir Joséphine Ange Gardien. Alors moi, j'ai 2 autres films. La vie d'Emily Dickinson. Évidemment, qui s'appelle Quiet Passion, qui est passion tranquille ou délicate. Donc, Emily Dickinson a vécu à la fin du XVIIIe siècle. Absolument. Était une poétesse absolument remarquable. Une sorte de... elle évoque pour moi Marie-Noël, qui a vécu au siècle d'après. Mais c'est une Marie-Noël américaine. Dans un milieu très strict et très puritain. Très puritain. Vraiment des gens pas et une famille très étouffante. Aucun des 3 enfants n'arrivera à sortir de la famille. Et elle écrit sa poésie qui est vraiment très belle et que l'on entend en voix off. Donc c'est tout à fait merveilleux. Et c'est un film en costume d'époque, donc c'est très joli. Il y a vraiment des idées, des trouvailles, des photos à travers des fenêtres, les nuages. Enfin, c'est un plaisir pour l'œil. Et bien sûr, cette jeune femme ne se mariera jamais et ne trouvera pas d'écho à sa poésie. Absolument. Il faut dire qu'elle n'est pas très facile non plus d'accès. Elle a une tendance à envoyer péter tout le monde, ceci n'arrangeant pas cela. Mais je trouve que c'est révélateur parce que c'est le moment où les femmes se réveillent, si vous voulez, dans le monde britannique ou anglo-saxon, c'est-à-dire aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, les sœurs Brontë, etc. Et moi, je pense évidemment à la comtesse de Ségur plus tard, qui aura aussi une vie assez terne. Moi, je vous avoue que je n'ai pas tellement aimé ce film, qui est pour moi un film de fille. Voilà. Oui, moi j'ai quand même trouvé d'abord la poésie, les images. Oui, alors moi c'est une poésie qui ne me touche pas tellement et que je trouve un peu cucul à praline, pour tout vous dire. Je vous le dis comme je le pense. Maintenant, je reconnais que les images sont belles, l'histoire intéressante. Vous préférez Victor Hugo? Non, Victor Hugo, si vous voulez, le justicier des paradis fiscaux, il y a un moment où il faut arrêter. C'est Victor Hugo. Non, mais on parle de Quiet Passion. Quiet Passion. Vous vous êtes ennuyé, mais mon mari m'a dit la même chose. Ennuyé, c'est un joli film, de costumes, etc. On passe un bon moment. Néanmoins, c'est pas un film qui m'a particulièrement touché. Mais je pense que c'est un excellent film pour les filles. C'est-à-dire que des filles qui sont un peu comme ça, un peu romantiques, un peu touchées par cette... Et les femmes. Oui, les femmes, merci. C'est général. Merci Maxime. Par ces petits univers. Je pense que c'est un bon film qu'on peut voir, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Ça fait approcher tout de même l'aspect tragique de la vie des grands artistes. Et des femmes en particulier. Les femmes ont souvent des vies beaucoup plus tragiques que les hommes. Je ne fais pas de différence. Non, il y a aussi beaucoup de poètes qui ont eu des vies tragiques. J'ai tendance à ne pas sexualiser trop les fonctions. Les femmes sont des hommes comme les autres. Je voudrais terminer le début d'émission. Je voudrais terminer cette émission en avertissant qu'il y a un grand film en ce moment qui sort sur les écrans, mais dans des salles petites. Il faut se rendre à des rendez-vous et tout. Et qui, pour le coup, lui est très Puy du Fou. C'est La Rébellion cachée. C'est un Américain, un Franco-Américain qui a fait ce film. La Rébellion cachée est celle de la Vendée. Et j'ai lu des articles sur lui. En fait, il a fait ses études à Cannes.
Et il était déjà très chrétien au lycée, et tout le monde se moquait de lui à cause de sa catholicité. Il est parti aux États-Unis, sur la côte ouest. Il a travaillé dans un média catholique avec, excusez du peu, 320 millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Ouf. Et donc, il a voulu investir, créer fortune faite, une petite fortune faite, mais enfin quand même, il a investi des sommes considérables dans ce film, après avoir vu une vieille bande dessinée. Et il est allé chercher des gens que nous connaissons bien et que nous admirons, Reynald de Secher et Stéphane Courtois, plus 3 historiens, une historienne ukrainienne et 2 historiens, une historienne américaine et un historien américain. Et il est dit, alors il y a 2 parties en fait dans le film, c'est un va-et-vient entre des scènes jouées, ça s'appelle un docu-fiction, il y a des scènes jouées avec des héros magnifiques, notamment la très grande et belle artiste Clémentine Stepanov, qui est une artiste que l'on voit souvent au Théâtre du Nord-Ouest. Et puis, des passages, alors des scènes horribles, hein, des gens qu'on attache, des couples qu'on attache pour les noyer, des guillotines installées au milieu du village, et on se fait raccourcir tous les paysans du village. Et une partie théorique, explicative, extrêmement bien faite, claire, qu'on n'entend strictement jamais, bien évidemment. Non, bien entendu. On ne dit jamais que la révolution soviétique est née de la Révolution française. Solzhenitsyn l'a dit au Luc, mais rares sont ceux qui l'ont entendu. Et dans son déroulé, d'ailleurs, elle est extrêmement proche de la Révolution française. Sûr. Et notre ami Stéphane Courtois est remarquable aussi de pédagogie. Et pourtant, il dit je ne crois pas, je ne suis pas catholique, mais ce monde avait le droit de se défendre. Et ce qu'il y a de plus merveilleux encore, parce que c'est une histoire sinistre, hein. Toute une région a été éliminée, hommes, femmes, enfants, vieillards. Donc il se dégage une atmosphère de tristesse infinie. Et en fait, pas du tout. On voit des gens monter à la mort, ils sont tellement catholiques qu'ils savent qu'ils vont vers le ciel et qu'ils vont vers Dieu et la Vierge. Attends. Et c'est quand même tout à fait étonnant pour notre monde contemporain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est leur sacrifice n'a pas été vain. Et ils ont gagné la liberté des cultes instaurée par Napoléon. Voilà. Et ces 2 conclusions donnent une force à ce film que je conseille vraiment à tous. Alors, il faut avoir ce film chez soi, il faut l'offrir. Vous pouvez le trouver sur le site Livres en famille. Et ce qui est dit dans ce film n'est jamais dit ailleurs, sauf dans les livres de Stéphane Courtois, Reynald de Secher, bien sûr. C'est que le génocide vendéen n'a pas existé, c'est une invention. Ça n'est pas un génocide. Et ça n'est pas un génocide, c'est simplement des petits dégâts collatéraux. Donc, allez voir ce film, et nous en reparlerons. Maxime va voir la vidéo cette semaine, et nous allons essayer de faire venir Monsieur Rabourdin lui-même et Clémentine Stepanov. Absolument. Voilà, donc en résumé... Nous filons voir Little Boy, qui est très loin le meilleur film de la semaine. Une famille heureuse, Quiet Passion si vous êtes une femme, donc selon Maxime. Je ne veux pas jouer dans le sexisme, attention. Si vous vous sentez femme aussi. Et si vous voulez... et vous essayez de trouver sur Internet ou de vous rendre à une projection de La Rébellion cachée. Voilà, chers amis, le panier est bien plein. Le panier est excellemment rempli avec Little Boy. Cette semaine. À très vite pour une autre chronique.
Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique, je lis donc, j'écris, nous filons à Chicago avec un auteur de polar, de romans policiers, Jean-Claude Sacerdo. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes venu déjà nous réjouir avec deux premiers romans, Lucky Luke, des petits seins qui tombent, et Requiem pour un poulet, publié chez Éric Bonnier, toujours. Et là, vous nous emmenez à Chicago. Alors, petit rappel biographique d'abord. Vous êtes un ancien parachutiste qui avait œuvré sous le général Bijard, excusez du peu. Fier de l'être. Excusez du peu. Ensuite, vous avez passé quelques années dans la police et après, vous avez été dans le journalisme. Tout à fait. Et maintenant, vous vivez des jours heureux en Normandie, dans une petite ville délicieuse. On peut la nommer? Ah bah oui, hein, je veux. Puisque vous êtes le mécène d'un très joli petit salon, Lire sous les pommiers, à Ancretteville-sur-Mer. Et pas sur scène, comme j'ai déjà entendu. Et pas sur scène, tout près de Sasto-le-Mont-Conduit, de Fécamp, dans un lieu tout à fait charmant. Bah maintenant, je suis repéré. Hein, si je voulais pas, je voulais rester discret. Alors vos romans ont beaucoup de charme, un charme fort. Hein, c'est un alcool fort. Parce que vous êtes un homme d'écriture, vous adorez les jeux de mots, vous adorez les plaisanteries fortes. J'ai envie de nommer, on ne dit plus la papa mobile, on dit la pampan mobile depuis la tentative de meurtre de ce Turc. Dadi Aksa, et j'avoue qu'à chaque fois j'éclate de rire parce que je me dis c'est bien trouvé tout de même. Ouais, mais... Donc vous avez un effet extrêmement relaxant parce que vous nous faites rire toutes les deux lignes. Comment faites-vous? Dans la vie, vous êtes comme ça. Oui, exactement. J'écris comme je parle. Voilà. Hein, parce que, comme dirait l'autre, ça vole pas très haut, mais ça me permet quand même de survoler les cafards et puis d'admirer notre beau pays de France. Voilà. C'est comme dans le parapente. Où les cafards pullulent en ce moment. Il faut quand même bien le dire. Ça fait quand même quelques années. Alors évidemment, deuxième intérêt de ce bouquin, c'est que Jean-Claude Sacerdo ne pense pas à gauche. Jean-Claude Sacerdo n'est pas un bobo de gauche, et ça repose aussi, ça. Oui, mais je ne serai jamais célèbre. En exergue, les droits de l'homme, dogme hermétique rigide et colonne vertébrale molle de la religion cathodique. Cathodique, oui, hein, cathodique. Bien précisé. C'était vraiment très bon. Alors, vous avez choisi cette fois deux héros beaux comme des dieux. Votre ancien marine, détective privé par ailleurs, magnifique, à qui aucune femme ne résiste et qui vient à bout de toute situation les plus difficiles. Qui résiste à l'alcool. Et ça, je vous le dois. C'est grâce à vous qu'est né Chicago Bang Bang. Ah oui, parce que je vous avais demandé... Vous m'aviez dit, dans le précédent, vous m'aviez dit « c'est tellement reposant d'avoir un policier qui soit bien dans ses baskets, qui ne s'alcoolise pas. » Et je dis « tiens, ça, c'est une idée. » Non, c'est vrai que c'est un type... J'en ai fait un alcoolo. Non, pas tout à fait. C'est une très belle étoffe. Il a une très belle étoffe et il rencontre une très belle femme, colonel dans l'armée, qui, elle aussi, manie le flingue de façon virtuose, et donc ils s'entendent bien. Elle a plutôt l'habitude de manier le napalm, hein, et les bombes mangeuses d'oxygène. Enfin, bref. Donc ils s'entendent très très bien. Alors nous sommes à Chicago, qui est quand même une ville étrange. Hein. C'est une ville qui n'est pas très calme, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et de vieille réputation. Et de très vieille réputation. Et alors, vous mettez très bien en valeur cette succession de populations, juxtaposition sans aucun rapport. Aucun. En fait, c'est un tranquille apartheid. Mais c'est un apartheid voulu par les uns et les autres. Bien sûr, mais tout à fait. Ils sont dans le même chaudron. Alors, ils sont dans le même pot-au-feu. Mais là-dessus, hormis le business,
hormis les obligatoires rencontres, ils restent dans leur communauté. Alors, il y a les Espagnols, il y a les Chinois, il y a les Juifs, les Japonais, il y a les Arabes maintenant. Les Arabes, les Chinois, les Arméniens, les Polonais, on en a parlé. Oui, forcément. L'indique faisait partie de la bande de Szymanski, Jerzy Szymanski, qui était un grand, vrai voyou. Et lui, à l'époque, il était petit cireur, mais il ramenait tous les échos pour Jerzy Szymanski, qui s'est fait dessouder, bien sûr, à l'ancienne, à la Thompson. Enfin, quelque chose de Alors, qu'est-ce que c'est quoi. qu'être dessoudé à l'ancienne? Alors, être douce, c'est sortir de son resto. J'aime bien les comportements traditionnels, vous comprenez? Moi, donc, j'aime la dessoudé tradition. à l'ancienne, ça me plaît. Le type fait une pause, il va dans son restaurant favori pour manger des zakouskis, et arrive une rafale de 11,43 tirés par des Thompson, de gars qui sont dans une voiture, ratata, ils démolissent l'établissement et perforent le type comme un vieux gruyère. Voilà, ça c'est être douce de la sienne. Alors là-dessus, c'est des enterrements extraordinaires, on n'imagine pas aujourd'hui, mais c'était 4 ou 5 tonnes de fleurs. De fleurs, vous imaginez les couronnes. L'enterrement de Victor Hugo, c'était rien à côté. Non, Victor Hugo, alors je parle pas de celui de Mozart. Alors s'il y a des clubs, c'est les pilules, c'est pas la même chose. Il n'y avait personne pour Mozart. Oui. Alors... Il y avait un chien. Il y a un chien. Alors, non seulement les deux héros, mais il y a aussi Ginger, celle qui est amoureuse et qui malheureusement n'a pas de chance, mais qui est une femme extrêmement performante. Moi, je m'identifie à Ginger. Je vous imagine très bien, en bottes de seau, avec un gilet pare-balles, la casquette noire. Qui résiste absolument à tout et qui flingue à tout va. Et quand je dis que c'est une chasseuse d'hommes, elle est prude, elle n'est pas prude, mais enfin, elle a une vie très rangée, mais par contre, une vraie chasseuse d'hommes au premier chef. Au premier sens du terme. Est-ce qu'elle a un pif pour dénicher les voyous, les convicts, extraordinaire. Et comme en plus c'est une sous ses dehors de vedettes de porno, c'est en fait une machine de combat, parce qu'elle est championne de karaté, de kickboxing, une tireuse d'élite, ce qui fait que quand les hommes, et ça j'ai connu ça moi dans la police, quand les hommes se font arrêter par une femme, ils veulent jouer aux hommes. Alors, si ça se passait très bien quand il n'y avait pas de femme, il suffit qu'il y en ait une dans le groupe, et ça y est, le type veut montrer qu'il en est un, qu'il en a 4, et donc c'est épouvantable. Il faut absolument le tartiner, et là-dessus les juges, mon Dieu, mais quelle violence, quelle violence, quand vous avez affaire à un ancien champion de boxe, ou un voyou rodé, qui vous sort des lames de rasoir, des cutters, qu'est-ce que vous faites? Lui dire, arrêtez-vous, police? Ben non, il faut lui rentrer dedans. Alors vous leur donnez aussi un mental d'acier. Je suis assez étonnée. Ils sont au climax du livre, si je puis dire, au point culminant. Ils sont quand même dans des situations pas commodes et pas sympathiques du tout. Ils sont à 2 doigts de la fin. Oui, mais je sais que je sais pas votre auteur favori, mais ce sont des gens qui ont souffert. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, comme disait Nietzsche. C'est exact. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous montrez... Alors, le sujet, c'est un tueur qui s'attaque aux petites filles noires. Absolument, important. Alors, évidemment, tout le monde crie au racisme, au fascisme, évidemment, qui ne doit pas passer. Mais... la fin de l'histoire qu'on ne va pas donner, surtout pas, va montrer tout de même que c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, vous nous montrez aussi bien le jeu de billard à 3 bandes avec cette colonelle Appledore. Qu'est-ce qui lui arrive à cette colonelle Appledore? Cette colonelle Appledore, déjà, la pauvre fille est milliardaire. Ça, c'est pas de chance. C'est pas de peau. Naître avec l'un des plus grands ranchs du Texas dans sa corbeille de jeune fille. Mais... elle a le sens, comme ont les Américains, que je veux dire, il est loin de moi de défendre nos grands amis d'outre-Atlantique, mais ils ont la nation chevillée au corps.
hein. On a le drapeau, alors ou sudiste ou nordiste en fonction du pays où on se trouve. Ouais. Hein, et quand je dis du pays, parce que c'est vraiment des pays différents, mais quand vous êtes au Texas, que vous connaissez, j'imagine, on rentre dans les propriétés, vous avez hein, le drapeau confédéré bien haut. Moi, je les trouve très très bien. Je voudrais seulement qu'ils reconnaissent que ce drapeau, ils nous le doivent. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas que la vieille Europe et que la France est c'est elle qui les a portés sur les fonds baptismaux, ce sont des gens qui iront dans le Je mur. vous arrête là parce que tous les Texans que je connaisse, le savent. ah ben, et puis ils se réclament, alors ils se tout va réclament bien. de la France, ils se Tout va réclament. bien. Entre guillemets, j'ai vu, je ne citerai pas pour qui, mais j'ai vu 3 Texans, avocats, un grand peintre officiel, Oui. à genoux, à Houston, dans l'aéroport de Houston, Oui. avec le drapeau sudiste, Oui. le drapeau français et le drapeau à fleur de lys, le Bourbon, et à genoux et baisant la main de la personnalité que j'accompagnais. Bravo. Bon, alors je ne dis plus rien. Ah oui, Bravo. Faites excuse. Alors, oui, non, c'est sûr. Cela dit, quand ils arrivent à Venise avec leurs chapeaux et leurs bottes, Autre chose, là, autre je chose. me dis, il y a un problème d'adaptation. Attendez, c'est un autre monde, c'est une Qui autre devrait vie. descendre de cheval plus souvent. Non, c'est une autre évolution. Vous savez, le cheval, ça tasse les idées. Je vais voir tous les cavaliers contre moi. C'est-à-dire, quand on parachutiste, les cavaliers, est toujours une petite antinomie. C'est vrai Bah oui, les cavaliers, un cavalier, c'est la tradition. Bon, le parachutiste, c'est comme moi, c'est le pot à tabac un peu court rablé, trapu, parce que s'il est trop grand, il laisse la tête dans l'avion. Hein, le cavalier est racé, très fin, très long, généralement avec un nom aussi long hein, que son cheval. Donc, c'est pas tout à fait le même monde. Mais en fait, je les adore, en fait. Mais ça fait partie des faux antagonismes. Oui, c'est une vieille histoire. Alors, la colonelle Appledore, donc elle est millionnaire, mais elle est aussi un membre éminent de l'armée américaine. Mais bien sûr, colonel de l'US Air Force, s'il vous plaît, championne de tir en plus, qui plus est. Donc ça fait un sacré colis. Mais elle a un caractère de chien. Alors quand vous dites qu'ils s'entendent pas du tout au départ, et ils sont prêts à se tirer, elle le brocarde sans arrêt. Oui, alors oui. l'autre qui sent... C'est très amusant d'ailleurs, ce combat de coq entre ces deux personnalités. Enfin, coq et poule, si vous permettez. Oui, enfin là, elle se comporte comme un coq. Oui, Elle se comporte comme un coq. Un coq de combat. Un coq de combat, Elle a des ergots. Donc, c'est très amusant ce contact. Alors, elle a une fille qui déraille. Oui, qui n'est pas en fait sa fille. Qui n'est pas en fait sa fille, qui est sa nièce. Mais son frère est mort, donc elle s'en... Qu'elle a récupéré. Le frère est mort au Vietnam, d'ailleurs. Non, il est mort en Afghanistan. En Afghanistan, voilà, assassiné, parce qu'il n'avait rien à foutre là-bas, de toute façon. Vous montrez beaucoup les tragiques conséquences sur les hommes de la guerre au Vietnam. Il y a beaucoup elle est épouvantable. C'est comme chez nous à 14, quoi. Ça a fichu des générations en l'air. Et chez nous, à la guerre d'Algérie. On n'en parle jamais. Mais... Et toutes celles qui se passent, où on n'a strictement rien à faire aujourd'hui. Alors c'est bien d'avoir des pimpins décorés comme ça, si c'est pour qu'ils aillent crever dans les déserts discrètement, parce qu'on a fait une mauvaise reconnaissance, qu'on en tue 12, et que les autres revêtent les oripeaux de nos soldats, sans que là, il n'y a pas de marche dans la rue, je n'ai pas vu personne protester. Par contre, aller bousculer un type à Calais, vous allez voir, le peuple est dans la rue. Par contre, quand on tue des soldats, des braves pimpins, qui n'ont rien demandé à personne, ça n'intéresse personne. Oui, c'est un communiqué. Quoi. Vous avez une tendresse pour chaque homme. Vous avez un regard extrêmement attentif et plein de, je dirais, plein d'affection. Eh bien, je reconnais votre grande sensibilité et votre sens de la perception parce que j'aime les hommes, je déteste l'humanité. Oui. J'ai une haine de l'humanité, vous n'imaginez pas à quel point.
Par contre, j'aime mon prochain, j'aime mon frère. Oui. Alors là, je veux dire qu'il soit bleu, vert, noir. Faut pas m'emmerder avec ça. Vous cherchez toujours à trouver, même presque pas tout à fait dans le pire malfrat, parce que votre livre regorge de malfrats sérieux. C'est un pot à malfrats. Mais ceux qui sont entre les deux, vous avez toujours beaucoup de pitié pour eux et vous expliquez pourquoi ils en sont arrivés là. Et... Vous savez, je me regarde dans la glace tous les jours. Hein. Je ne me trouve pas tous les jours très beau. Hein, alors, l'Amérique est là avec, bien sûr, votre héros se promène dans une voiture magnifique, ancienne. Très ancienne, très ancienne, Sablou. Et dans cette voiture, il y a bien sûr la radio et vous écoutez du jazz. Donc, tous ceux qui adorent le jazz vont reconnaître des morceaux fantastiques. C'est un cours. Hein. Et puis alors, la scène finale, donc ils sont tous les deux en chasse pour retrouver ce tueur. Et donc la scène finale dans les entrepôts, comme il se doit à New York, à Chicago, parce que, il faut rappeler que Chicago, c'est la ville des abattoirs. Des anciens abattoirs. Des anciens abattoirs, et donc il y a des grands entrepôts. Et alors évidemment, cette scène qui est filmée, il faut absolument que vous trouviez un cinéaste. Oui, mais s'il veut faire 10 entrées... Comme, vous savez, ils sentent le soufre. Hein. J'ai des critiques, entre guillemets, vous savez, sur Internet. Alors, ça commence très bien. Ah oui. Et puis après, ils sentent alors le vieux facho, l'hitlérien, forcément. Bien évidemment. Forcément, bien sûr, le diable. Bien évidemment. Mais en tout cas, on se régale à vous lire. Je peux vous dire que moi, j'ai lu ça pendant toutes ces petites vacances de Pâques et je vous retrouvais avec un bonheur infini et je riais et ça fait du bien de rire et ça fait du bien de chevaucher derrière vous, même si c'est en voiture. Vous me faites bien de l'honneur, mais j'espère qu'au moins cette balade de Chicago, parce qu'on y retrouve Chicago. Hein, alors, on y retrouve parfelement Chicago. Moi, c'est la seule ville des États... J'ai fait le tour des États-Unis en bus. C'est la seule ville où j'ai eu peur. Je comprends ça. Il faut dire que j'étais seule. Mais... c'est quand même une ville où on n'est pas tranquille. Paris, vous ne fait pas peur? Il y a 40 ans, non. Aujourd'hui, oui. Chicago, Bang Bang, Jean-Claude Sacerdo, Éric Bonnier. Le quatrième est en marche. Il est déjà pratiquement sous presse. Je vous donnerai le titre ou vous le voulez maintenant? Allez-y. La cuisse racée de Potemkin, Lucky Luke 2. La cuisse racée de Potemkin. Vous avez compris l'humour de Jean-Claude Sacerdo, qui, encore une fois, nous fait beaucoup de bien. Donc, lisez Chicago Bang Bang. À très bientôt, chers amis de TV Liberté. Au revoir, Jean-Claude Sacerdo. Au revoir, ma chère Anne. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous allons partir en pèlerinage de Chartres avec Didier Rochard. Bonsoir Anne. La Pentecôte approche et je ne sais pas si tous ceux qui écoutent et regardent cette émission savent ce qu'est ce pèlerinage de Chartres, et ses joies immenses et son pouvoir sur les pèlerins. Donc je voulais vous demander votre aide, Didier Rochard, puisque vous y participez depuis... On peut dire depuis 35 ans, 35. Puisque c'est le 35e anniversaire du pèlerinage. Je ne les ai pas tous faits malheureusement, mais j'étais au premier. Alors, Didier Rochard participe à ce pèlerinage au titre de la sécurité. Alors, de la sécurité des marcheurs. En tant qu'entre autres ancien militaire. Oui, peut-être, oui. Mais en fait, je l'ai fait dans tous les cas de figure, si l'on peut dire. C'est-à-dire que j'étais simple marcheur au milieu d'un chapitre, avec un chef de chapitre qui anime toute la marche, à la fois sur des monitions spirituelles, disons, puis aussi l'organisation qu'on traite, la logistique, etc. Je l'ai fait comme chef de chapitre, justement. Je l'ai fait dans les transports, c'est-à-dire les véhicules
civils qui vont ramasser les pèlerins un peu fatigués. Ça, c'est fantastique. Voilà, il y a une organisation, absolument remarquable, très impressionnante. Je l'ai fait il y a 3 ans. Et avec déjà des forces toutes petites. Et j'étais absolument ravie et étonnée parce qu'il y avait toujours une voiture pour ramasser. Alors, c'est la grande surprise d'ailleurs pour les pèlerins qui font ce pèlerinage pour la première fois, c'est de voir se déplacer une ville entière, puisque c'est, on ne fait pas d'arithmétique avant le pèlerinage, mais enfin, c'est 10 000 personnes qui vont partir de Notre-Dame de Chartres, un peu moins tout au début, de Notre-Dame de Paris, pardon, et qui vont se déplacer en 2 jours et demi, 3 jours sur Notre-Dame de Chartres, puisqu'il faut être le lundi à 15h dans la cathédrale de Chartres pour pouvoir avoir la messe du lundi de Pentecôte. Et bien évidemment, tous ces gens-là, il faut, pendant ces 2 jours et demi, il faut les nourrir, les abreuver surtout en marchant, et puis les coucher en bivouac. Alors ça, c'est pour la partie purement logistique. Et puis, il faut l'alimenter pour ce qui est le plus important, ce qui est essentiel dans le pèlerinage, c'est évidemment ce très grand nombre de prêtres et de religieuses qui viennent pour nous faire des enseignements spirituels. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Les enseignements spirituels, les confessions. Bien sûr. Les confessions. Chaque chapitre est... Entre chaque chapitre, et les chapitres sont des groupes entre, on va dire, 10 et 50 à peu près. Et chacun peut former son chapitre. Ah ben bien sûr. Vous habitez dans une ville de province, vous avez vos amis paroissiens, et vous pouvez vous dire « Ah, mais je vais créer un chapitre ». Voilà, il faut prendre contact avec la direction du pèlerinage. Alors, Notre-Dame de chrétienté. Et donc, les chapitres sont séparés, si l'on peut dire, pour la communauté de la marche, mais aussi sont séparés par la présence du prêtre qui est là, évidemment, pour confesser tous ceux qui le souhaitent dans le chapitre devant ou dans le chapitre derrière. Et alors, en plus de ça, donc, il y a des enseignements en marchant. Il y a un livret qui est très bien fait, qui reprend les grands thèmes de ces enseignements. Mais moi, j'ai assisté... alors, c'est amusant, parce que quand on fait la sécurité des marcheurs, on est un peu le chien de berger, c'est-à-dire qu'on accompagne les chapitres tout au long de la marche, véritablement, mais on est en fonction parfois des incidents, ce qu'on appelle des évacuations sanitaires. Il peut y avoir qu'un pèlerin ait du mal à marcher, etc. Donc c'est le mic, je suis désolé, c'est de l'anglais, mais c'est l'indicatif radio de la sécurité des marcheurs. Donc le mic a tendance à aller au bout du chapitre, à remonter en courant vers le début du chapitre, et etc. puis il y a des médecins, il y a des infirmières. Ah oui, bien sûr. N'importe quel petit bobo est pris en considération très sérieusement et soigné rapidement. Cela dit, à 99,99, c'est évidemment de la bobologie. Oui. Mais enfin, on peut avoir des ampoules aux pieds, comme voulez-vous, ça fait partie du pèlerin. Quand on est pèlerin, c'est quand même très handicapant. Voilà. Alors, j'ai envie de dire pourquoi est-ce que j'en parle dans cette rubrique patrimoine. Mais parce que le pèlerinage, c'est un acte qui remonte à la nuit des temps. Mais absolument. Alors, je ne ferai pas l'historique des pèlerinages. Enfin, on en connaît un, c'est le Campus Stella, c'est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, naturellement, qui a déplacé des millions de personnes, il faut le savoir. Et à cette époque-là, il fallait faire l'aller et le retour. Là, le retour, on le fait en train quand même, c'est plus confortable. Enfin, quoique... Le pèlerinage à Jérusalem. Alors, il y a évidemment le pèlerinage à Jérusalem. Le pèlerinage à Rome. Le pèlerinage à Rome, le pèlerinage à Vézelay. En fait, tous les... au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel. Tous les grands, toutes les grandes places de chrétienté ont pratiquement toutes déclenché un pèlerinage, et ça depuis, effectivement, depuis le début de la chrétienté, c'est-à-dire des pèlerinages qui ont traîné sur les routes des millions de personnes. J'ai d'ailleurs du côté de mon épouse, j'ai un enseigne qui s'appelle Rey, R-E-Y, et le El Rey, quand il rentrait dans sa province bourbonnaise, c'était celui qui avait effectivement fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, aller-retour, sans être mort, puisqu'il revenait dans son village. Et on l'appelait El Rey, le roi.
en fait. Bon. Et donc, oui, c'est la nuit des temps. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, ces pèlerinages ont pris, en Europe entière d'ailleurs, des connotations un tout petit peu particulières, en Pologne en particulier, puisque l'ancêtre, si je puis dire, du pèlerinage de Chartres, il a toujours existé. Mais disons, la reprise du pèlerinage, c'est un peu selon le modèle de Częstochowa, en Pologne, qui a été là un pèlerinage qui a, vous parliez des grandes joies du pèlerin, alors certes les grandes joies et les grandes grâces que l'on reçoit au cours de ces pèlerinages. Car n'oublions pas, là on parle un peu de la logistique et de la surprise des nouveaux pèlerins quand ils voient cette ville se déplacer, ces bivouacs, enfin, etc. Et tout ça se passe dans une atmosphère familiale très sympathique. Chacun arrive au bivouac, sort sa tente. Voilà. Alors, on n'a pas dit, mais on ne porte pas son barda sur l'épaule, on le met dans un camion. Voilà, exactement. Donc sur son dos, on a seulement un petit sac avec la bouteille d'eau et les gâteaux. Et donc le soir, on retrouve son barda, son gros sac à dos, avec sa tente, son tapis de sol, et voilà, et pour soi-même et toute la famille, ou les amis, et en effet, ça devient un vaste camp. Voilà. Un vaste camp de toile. Récemment, on faisait un repérage, parce que tout ça est très organisé, comme vous l'avez dit. Donc, on faisait un repérage et on se trouve devant les prairies qui vont nous accueillir, les prairies nues. Au premier bivouac, en ce moment, il y a 4 chevaux. 4 chevaux, pardon. J'étais surpris par le terme même. Donc, il y a 4 chevaux qui pèsent tranquillement, qui s'ébrouent sur cette prairie gigantesque. Alors, évidemment, quand il n'y a pas le bivouac, on se dit, oh non, mais c'est très surprenant de voir cette prairie vide, sachant que cette prairie va se couvrir de tentes, d'installations, de tentes collectives, de tout le matériel pour, il y a des tentes collectives nourrir, pour ceux qui n'ont pas de d'abord les tentes collectives pour les prêtres. Pour les prêtres, pour les familles. Et pour les familles qui ont, pour les enfants. Qui n'ont pas de... Car il y a une variété de chapitres. Le chapitre de base, c'est évidemment des adultes qui vont marcher, parfois en famille, mais il y a des itinéraires spécifiques pour les enfants, qu'on appelle les pastoraux, qui marchent un peu moins, avec tout un... Là encore, c'est de la logistique, mais avec une noria de 17 autocars qui vont faire les ramassages et qui vont déposer... Dans les autocars, il y a toujours un accompagnement spirituel aussi. On est vraiment là pour ça, il faut bien le savoir. Et puis donc, on redescend les enfants un peu plus loin dans l'étape pour qu'ils puissent marcher véritablement, mais sans s'épuiser totalement. Il faut qu'ils aient encore... Enfin, les gosses, on sait qu'ils ont une capacité une ressource très supérieure ils se reposent quelques temps et ils repartent. Voilà. Enfin voilà, donc il y a des chapitres adultes, des chapitres enfants, des chapitres familles, des familles constituées, des familles avec 3, 4 enfants. Et qui le font depuis des années. Des années. Ils ont leurs habitudes. Mais bien sûr. C'est tout juste, ils ne retrouvent pas leur brin d'herbe. C'est un peu ça. Mais enfin, pour un témoignage très personnel, j'ai fait ce pèlerinage en tant que père de famille, en quelque sorte, avec mes enfants. Et aujourd'hui, mes enfants sont eux-mêmes dans les services du pèlerinage. Ils continuent. Je ne les oblige à rien. J'en ai un qui malheureusement passe des examens sur cette période, il ne pourra pas le faire, mais autrement tous les autres et puis il a été inventé, fidèles. Ils ont inventé à Notre-Dame de Chrétienté un chapitre que je trouve très joli, c'est les anges gardiens. Les anges gardiens. Et vous êtes à la maison, vous ne pouvez plus vous déplacer pour des raisons X, Y ou Z. Vous ne voyez plus très bien. Mais il vous reste la prière. Et voilà. On peut pèleriner, accompagner le pèlerinage par la pensée, par la prière, en faisant partie du chapitre des anges gardiens, ceux qui ne peuvent plus marcher, pour toutes circonstances d'ailleurs, pour toute raison. Alors, 3 messes. La messe de départ à Notre-Dame de Paris, qui est absolument, qui est bien belle, mais qui est à 7h du matin. Oui. La messe de Pentecôte. Le dimanche. Le dimanche. Alors dans une immense prairie. Voilà. Avec en pleine nature. En pleine nature. Et puis la messe dans la cathédrale de Chartres. Et il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, ce sont les chants. Alors bien sûr, pour animer les pèlerins en marchant, toute bonne troupe marche en chantant, et on sait l'importance du chant.
Et par conséquent, effectivement, d'ailleurs, on nous donne un véritable carnet de chant. Et les chefs de chapitre sont chargés de donner la note pour pouvoir entraîner tout ce monde sur les routes, sur les chemins, dans les forêts, etc., qui nous relient à Chartres. Et puis, il y a les bannières. Et puis, il y a les bannières. Alors là, les bannières, c'est quelque chose d'étonnant. C'est un peu Bernard Antony qui est à l'origine de ce pèlerinage, qui a remis à l'honneur les bannières, j'ai l'impression. À chaque fois qu'il y a une réunion Bernard Antony, il y a toujours des bannières qui claquent au vent. Toutes les bannières claquent au vent. Et là, chaque chapitre a sa bannière. Alors oui, et alors ça a un aspect de rassemblement, naturellement. C'est l'oriflamme de Jeanne d'Arc. C'est l'oriflamme, oui. Ralliez-vous à moi, enfin, etc. Et puis, pour les gens qui s'occupent plus ou moins de la sécurité, enfin, du rythme des marcheurs, c'est beaucoup plus facile, parce que les bannières, on les voit de loin. Et par conséquent, et bien sûr, les porte-bannières, les portes haut et fiers. Et ça permet tout simplement de savoir où on en est, où sont les... Quand je marche, évidemment, on se rencontre le samedi matin, on ne connaît pas toujours les chefs de chapitre par leur nom. Et c'est très facile, on sait exactement quelle est la région. Il y a une bannière qui préside chaque région, et puis une bannière par chapitre. On a un ordre de marche qui est très précis, avec un minutage très précis. Oui. Parce que faire marcher 10 personnes sur le bord de la route, c'est assez facile, mais en faire marcher 10 000 pour que les choses se déroulent harmonieusement, qu'il y ait bien un horaire de départ, un horaire pour le repas du midi, un horaire pour le bivouac, il faut que les gens puissent se reposer. Enfin, tout ça est organisé à la minute près. Et par conséquent, on voit se dérouler les bannières, ce qui nous permet d'avoir des points de repère très faciles pour savoir à quel moment on doit se trouver à tel endroit, etc. Voilà. Il y a un moment étonnant, je dois le dire. Enfin, tous les moments sont étonnants dans le pèlerinage, mais il y a un moment très très émouvant, c'est l'arrivée à Chartres. Oui. Alors, vous pouvez prendre le train le matin, ou votre voiture, vous vous garez en bas, et vous êtes sur l'esplanade, et vous voyez défiler tous les pèlerins avec leurs bannières, épuisés, mais en chantant. Mais en chantant, bien sûr. Et c'est un spectacle... C'est là où on a une impression de chrétienté forte. Et jeune. Jeune. Et jeune. Je crois que la moyenne d'âge, Anne, me semble-t-il, l'année dernière, la moyenne d'âge devait être à 25 ou 26 ans. Et ça, c'est quelque chose... Je me demande même si c'était pas plus jeune, enfin, peu importe. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De voir avec quelle fidélité tous ces jeunes participent à ce pèlerinage. Alors, évidemment, dans un pèlerinage, il peut y en avoir qui viennent par curiosité, qui viennent simplement parce que les copains y vont, etc. Mais c'est très bien. Oui, quelle que soit la motivation, ça n'a aucune importance. Ils sont là. Ils sont là. Et puis les grâces de Notre-Dame de Chartres irriguent, arrosent tous les participants à ce pèlerinage. Et ces grâces, on en retrouve les bienfaits spirituels parfois très longtemps après. Voilà. Mais le pèlerinage, c'est ça. C'est un enracinement. Et ces jeunes, on le sent très bien, et de plus en plus. On pourrait penser que c'est complètement désuet aujourd'hui, un pèlerinage, alors qu'on a des grosses voitures, enfin, etc., des motos, enfin, toutes sortes de choses. Eh bien, on est de plus en plus nombreux chaque année. Voilà. Et ça se fait par le bouche à bouche, enfin le bouche à oreille. Donc c'est très facile. C'est le réflexe du secouriste. Du secouriste, voilà. Mais non, je veux dire par là qu'il n'y a pas de publicité dans le métro, c'est totalement inutile. Alors moi, je ne fais pas de la publicité là, mais je veux seulement témoigner. Et je veux seulement dire que c'est encore une fois un moment extraordinaire. Si vous avez un moment de mélancolie, de tristesse, de dépression, si vraiment tout va très très mal, vous laissez toutes vos petites affaires et vous participez à ce pèlerinage de quelque façon que ce soit. Et il y a 10 façons d'y participer, encore une fois. À Paris, à 7 h du matin, sur le parvis de Notre-Dame. Vous ne pourrez pas forcément rentrer dans Notre-Dame, parce que seuls ceux qui sont inscrits au pèlerinage rentrent. Voilà, tout simplement, parce que sans ça, Notre-Dame serait trop petite. Bien sûr, pour mais faire déjà le départ à 7 h du matin, c'est fantastique. Oui. Vous pouvez rejoindre aux étapes
vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de Notre-Dame de Chrétienté. Tout est expliqué. Vous pouvez aussi aller suivre les vidéos que donne Notre-Dame de Chrétienté, qui sont d'un très haut niveau. J'ai écouté la conférence d'Anne Bernet sur les apparitions mariales, qui était vraiment très belle et très instructive. Et donc vous pouvez rejoindre au bivouac le dimanche de Pentecôte à la messe. Absolument. Sur le Grand Champ. Et vous pouvez enfin retrouver, être sur le parvis de Notre-Dame de Chartres et voir arriver ces pèlerins. Et puis bien sûr, vous pouvez faire et vous inscrire. Il est encore temps. Compte tenu de la description que vous avez faite du public qui est susceptible de venir prendre une bouffée d'espérance, j'ai très peur que toute la population française se lève pendant le week-end de Pentecôte. Voilà. Dieu vous entende. En tout cas, merci beaucoup Didier Rochard d'être venu nous témoigner de cette force du pèlerinage et de cette force de la chrétienté, parce que je crois que par les temps qui courent, on a besoin de trouver sa force quelque part. Absolument. Bon pèlerinage à tous. Merci Didier. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre séquence de Perles de Culture. Chartres sonne, Chartres t'appelle.